Il y a quelque chose qu'on peut considérer, alors n'ayons pas peur des grands mots, mais j'ai pas peur des grands mots, une forme de rupture anthropologique si jamais cette question de l'euthanasie et du suicide assisté venait à être légalisée et autorisée en France. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce débat. Vous m'entendez ou pas? Ok, super. Je suis Aurélien Lange, futur avocat et membre du Cercle Droit et Liberté. Mais avant de vous présenter plus en avant ce débat, un bref mot sur le Cercle Droit et Liberté. Le CDL est une association qui a été fondée en 2014 et qui regroupe des avocats, des juristes, des professeurs, des magistrats et des étudiants en droit qui sont soucieux d'encourager l'esprit critique et de promouvoir les libertés publiques et le débat dans la cité. En 9 ans, nous avons organisé près de 60 événements et regroupons désormais plus de 600 adhérents. Alors, le débat ce jour sera consacré à une question qui marquera peut-être un tournant décisif sur l'orientation de notre société, celle de la possibilité pour le corps médical de venir mettre fin à la vie. En effet, cette année sera possiblement celle d'un changement majeur dans la législation qui encadre l'euthanasie. En annonçant le 12 septembre dernier le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, Emmanuel Macron a souhaité répondre à la revendication croissante d'un droit à mourir dans la dignité. Cette cible semble portée par une très large majorité des Français, tandis que plusieurs pays européens ont légalisé cette pratique. Concomitamment, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a pour la première fois, depuis sa création en 1983, rendu un avis favorable dans lequel il ne se montre plus opposé à une aide médicale à mourir et considère même, sous certaines conditions, cette aide médicale comme éthique. Qu'en sera-t-il si un projet ou une proposition de loi arrive devant le Parlement? On s'en souvient, certains députés avaient, en 2021, bloqué une proposition de loi créant un droit à l'euthanasie. Ce débat est donc, vous l'aurez compris, à la fois philosophique, moral, éthique et juridique, collectif et individuel. Pour nous aider à y voir plus clair sur le sujet, nous recevons ce soir un philosophe et un professeur de médecine. D'un côté, nous avons donc un philosophe, éthicien, maître de conférences à HEC, ainsi qu'à l'IRCOM. Il est par ailleurs président du Comité national d'éthique du funéraire et a écrit plusieurs ouvrages remarqués, dont « Quand l'euthanasie sera là », paru chez Salvatore en 2022. Je vous demande d'accueillir monsieur Damien Leguet. Face à lui, nous avons un professeur et médecin-chef du département douleurs soins palliatifs du CHU de Besançon. Il est de surcroît président de l'Observatoire national sur la fin de vie et membre du CCNE. Il a également été coordinateur du Programme national de développement des soins palliatifs de 2008 à 2012 au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Pionnier dans la recherche sur la fin de vie, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Penser la fin de vie », « Interroger la mort pour chercher un sens à la vie », paru chez le Cavalier Bleu en 2022. Je vous demande d'accueillir le professeur Régis Aubry. Alors messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté de débattre ensemble ce soir. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce débat organisé par le CDL. Nous commencerons donc par une introduction libre de chaque invité sur le sujet, avant de lancer le débat pour ensuite laisser un temps pour les questions du public. Alors messieurs, si vous le permettez bien, nous allons donc démarrer par cette introduction. Monsieur le professeur, le micro est à vous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors dans les 10 minutes imparties, c'est ça vous m'avez dit. Je vais essayer de vous résumer 1 an et demi de travail du Comité national d'éthique sur ce qui ont abouti à cet avis 139. Peut-être déjà vous dire que cet avis fait suite à une autosaisine du CCNE. Vous savez que le Comité national d'éthique est en général saisi
par le gouvernement, par les grandes directions de la santé, concernées par le champ de la santé, et peut aussi s'autosaisir. Nous nous sommes autosaisis, peut-être pour ne pas être saisis d'ailleurs. Nous nous sommes autosaisis pour prendre le temps de la réflexion et ne pas répondre à une injonction un peu de réponse dans l'urgence. Ces sujets-là méritent qu'on prenne du temps et qu'on investisse les nuances. On va essayer, je pense, dans notre débat ce soir, d'aborder la question de ces nuances. La raison pour laquelle on s'est autosaisi, c'est pas uniquement la crainte d'être saisi quand même. C'est qu'il y a des raisons dans notre société pour aborder à nouveau la question de la fin de la vie et, comme vous le disiez, la question de l'éventuelle évolution du droit en direction de l'aide active à mourir. Les raisons qui font qu'on réinvestit cette question par rapport à une loi qui est tout de même assez récente, la loi de 2016, Léonie Ticlès, dont on aura probablement à discuter. Elle se trouve dans une évolution même de la médecine et des conséquences du progrès de la médecine. C'est peut-être une évolution un peu paradoxale de la médecine. Le corollaire impensé du progrès dans le domaine de la médecine, c'est qu'on est aujourd'hui face à des situations de plus en plus nombreuses de personnes qui sont confrontées de plus en plus longtemps à la question de leur propre finitude. Je parle des maladies chroniques. Je parle de certaines situations qui auraient abouti au décès des personnes il y a quelques années, qui permettent des survies aujourd'hui, qui peuvent poser question. On est donc obligé de regarder en face ces nouvelles situations, ces nouvelles figures, en quelque sorte, de la fin de l'existence, qui confrontent assez durablement les personnes à la question de la fin de vie, et parfois, parmi ces personnes, à la question qui nous est posée en tant que médecin. En tout cas, moi, je suis régulièrement sollicité sur des questions qui sont plutôt des questions philosophiques, des questions qui sont relatives au sens de ce que vivre veut dire, quand vivre n'est plus que souffrir. Donc on s'est investi. Alors on s'est aussi investi autour de cette question-là parce qu'on savait que les parlementaires ne nous attendraient pas pour de nouvelles propositions de loi, pour le dire clairement. Et l'idée était d'analyser les choses à froid. Avant même, au tout début de notre autosaisine, je m'étais dirigé d'ailleurs au titre de la coordination qui m'a été confiée de ce travail. Je m'étais tourné vers le ministère de la Santé de l'époque, Olivier Véran, pour lui demander de bien vouloir diligenter un travail d'évaluation de l'impact de la dernière loi, celle de 2016, puisque nous avons cette particularité que nous faisons finalement pas mal de lois dans notre pays, mais que nous ne prenons pas une attention particulière pour évaluer l'impact de ces lois, ce qui est tout à fait dommage, et ce qui n'a pas été fait. Du coup, pendant un an, nous avons demandé et nous n'avons pas obtenu de réponse. Il y a maintenant, l'IGAS est chargée de mener un travail d'évaluation là, depuis quelques semaines sur ce point-là, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Il eût été préférable que nous disposions des données d'une évaluation pour avoir un débat qui s'appuie sur des faits ou des données plutôt que pas. Ce qui nous apparaît au terme, je fais assez vite, on verra si vous souhaitez qu'on discute sur ces questions-là, ce qui nous apparaît fondamental et ce qui est probablement l'élément central de cet avis, qui n'est pas celui que la presse a dit et que vous avez repris, une ouverture, un changement de paradigme ou un changement... Je vous rappelle quand même qu'en 2000, donc c'était il y a 22 ans, le CCNE, présidé par Didier Sicard, dans son avis 63, avait évoqué une disposition qui pose question elle aussi, qui s'appelle l'exception d'euthanasie. Donc ça n'est pas une rupture, c'est une évolution, etc. Je reviens à cela. Ce qui nous apparaît fondamental comme conclusion, comme orientation, c'est la nécessité dans notre pays, au plan de la santé, d'avoir des orientations très très claires. Puisque nous concourons à fabriquer des situations de vulnérabilité, que j'évoquais tout à l'heure, et je pourrais revenir, si vous voulez, avec des exemples autour de tout cela, si vous le souhaitez, liés à la santé, parfois engendrés même par l'action de la médecine, il nous apparaît indispensable, et qui relève finalement qu'on parle de personnes âgées, mais ou qu'on parle de personnes atteintes de maladies graves, évoluées, chronicisées, etc., il nous apparaît fondamental que notre pays démocratique fasse le choix de... l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'une des priorités en matière de santé
soit celle-ci. On est bien conscient, en tant que citoyen, en tant que professionnel de santé pour ce qui me concerne, que nous n'avons plus forcément les moyens de toutes nos ambitions dans le champ de la santé, pour ne rester que dans ce champ. Accompagner le progrès a un coût. Les progrès dans le champ de la santé partent dans tous les sens. Il ne faudrait pas qu'on en oublie les fondements même d'une société. C'est la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Donc ça nous apparaît important. Ça passe par de véritables politiques de développement, d'accompagnement du vieillissement, des politiques de développement des soins palliatifs, mais pas uniquement par des annonces et par des plans qui n'ont pas permis, on en discutait avec mon collègue juste avant, qui n'ont pas permis, malgré, on en est au 5e plan de développement des soins palliatifs, et on en est à des recommandations de mesures qui étaient celles qu'on proposait lors des premiers plans. Donc c'est vraiment un choix, une orientation politique assumée qui nous apparaît fondamentale. Ça se traduit, si on reste sur le champ des soins palliatifs, plutôt par une logique de ce qu'on a appelé une logique de culture palliative intégrée à la pratique de l'ensemble des professionnels de santé, plutôt qu'une logique de création de spécialités. C'est-à-dire que tout le monde est et va être confronté à la question de la fin de vie, puisqu'il y a eu une évolution très médicalisée de l'accompagnement de la fin de vie. Vous vous rendez compte, comme moi, combien la question de la fin de vie est devenue une question presque médicale, ce qui est assez étonnant si on se rétro-projette 50 ans avant, c'était une question plutôt familiale, sociale, etc. Et on a confié à la médecine cette dimension-là avec peut-être secrètement ou de façon, comment dirais-je, non consciente, un petit désir d'éternité ou de ne pas mourir ou de trouver un remède à cette maladie mortelle qu'est la vie. Donc la médecine est confrontée à ça. Tous les professionnels sont confrontés à cette question. Tous les professionnels doivent acquérir des compétences pour éviter des souffrances qui n'ont pas de sens. Et la médecine elle-même doit s'interroger sur la question suivante. Est-ce que, au seul motif que l'on sait faire, on doit faire? Quand faire contribue à faire souffrir. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais en tout cas, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire même qu'il y a une invitation, le CCNE a repris cette dimension-là, il l'avait déjà dit dans d'autres avis, il y a une invitation à réfléchir sur le sens de l'action lorsqu'on est un médecin. L'objectif n'est pas de faire au seul motif que l'on sait faire. Il faut donc réfléchir avant d'agir. Vous allez me dire, c'est une évidence, mais enfin, nous ne sommes pas tant incités que cela à le faire. Je peux même vous dire que les modes de valorisation et de tarification des actes, aujourd'hui, ne favorisent pas la réflexion. Ils favorisent l'action. On valorise plutôt les gestes techniques, etc. Et en valorisant uniquement cette dimension de la médecine, on dévalorise une autre dimension, qui est la dimension princeps de la médecine, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute de la souffrance, c'est la relation avec les malades. Donc il faut repenser cela. Si, et seulement si, cette évolution, cet engagement dans une politique de développement de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité est engagé, d'autres 8 personnes au sein du CCNE ont souhaité qu'elle soit aboutie, d'autres ont dit qu'il était nécessaire qu'elle soit engagée. Nous pensons que si le législateur veut faire évoluer le droit relatif à l'aide active à mourir, il faut regarder de près ce que cela signifie. Parce que de fait, il y a aujourd'hui, dans le contexte que je vous ai décrit, des demandes d'aide active à mourir. Il y en a. Nier ce fait serait, à mon avis, être un négationniste. Enfin, il y a une réalité, et je fais partie de ceux qui pensent que toute demande a une raison d'être. Toute demande d'aide active à mourir signifie, jusqu'à preuve du contraire, une souffrance, et souvent une souffrance de nature existentielle, très difficile à appréhender. Mais ça n'est pas parce que quelqu'un demande que cette demande exprime stricto sensu sa volonté. La demande n'équivaut pas à la volonté. Et donc un des enjeux de l'accompagnement des personnes est d'analyser la demande qui est faite pour s'assurer qu'elle correspond ou pas à la volonté. Pourquoi la demande ne traduit pas toujours la volonté et encore moins le reflet de ce qu'on appelle l'autonomie de la personne? C'est parce que dans la très grande majorité des cas, et là on peut s'appuyer sur des récents travaux de recherche, il n'y en a pas beaucoup, ça fait partie aussi d'une revendication très forte de ma part depuis des années, c'est qu'on développe la recherche sur un sujet qui fait débat.
une grande partie des demandes d'euthanasie sont liées à dépression ou intérieure ou extérieure. Intérieure, c'est facile à comprendre. Quand vous êtes envahi par la douleur, vous n'avez pas envie de vivre. Enfin, je ne connais personne qui... et donc, vous demandez à ne plus vivre, ce qui n'équivaut pas à un désir de mort. Et donc la réponse, évidemment, se situe peut-être plutôt dans le champ de la résolution du symptôme, etc. Ça n'est pas si simple, et je ne voudrais pas vous laisser à croire qu'il suffit qu'on se plaigne d'une douleur pour qu'elle soit prise en soin facilement. Mais j'insiste sur un autre aspect. C'est qu'il y a une autre source de demande d'aide active à mourir aujourd'hui dans la population que je vous décrivais tout à l'heure. Ces personnes qui sont vulnérabilisées du fait de leur état de santé. C'est une demande qui est liée à un sentiment qu'on a qualifié au titre de l'Observatoire et des travaux que j'avais pu coordonner à l'Observatoire de la fin de vie, de sentiment d'indignité qu'éprouvent certaines personnes. Je parle bien de sentiment d'indignité et je ne dis pas qu'elles sont indignes, c'est tout le contraire. Mais elles éprouvent ce sentiment d'indignité. C'est particulièrement vrai chez les personnes âgées. C'est particulièrement vrai chez certaines personnes âgées et parmi celles-ci, celles qui ont une dépendance très, très marquée. Et parmi celles qui ont une dépendance très marquée, celles qui sont contraintes d'être institutionnalisées alors qu'elles ne souhaitent pas. Vous savez qu'on a fait ce choix dans notre pays de développer beaucoup la réponse EHPAD, et vous savez que 80% des gens expriment de façon très claire le fait qu'ils n'ont pas envie de finir leur existence dans un EHPAD. Mais pour des motifs de sécurité, souvent, on les prive de cette liberté. Et là, je peux vous dire, puisqu'il y a des chiffres à l'appui, qu'il y a un taux de suicide extrêmement important chez ces personnes. Et que leur demande traduit, non pas une indignité, mais elle est la traduction du regard qu'on peut porter sur elle, qui doit, lui, être analysé. Donc vous voyez combien une demande d'euthanasie doit être analysée. Il n'en reste pas moins vrai qu'on ne peut pas dire que toutes les demandes disparaissent quand on les prend en compte. Ça serait malhonnête de dire cela. Que faut-il faire vis-à-vis des demandes au terme d'un accompagnement des personnes pour lesquelles nous pensons qu'elles correspondent à une véritable volonté de la personne. Je vais terminer. Hein. C'est ça, vous me donnez encore 2 minutes ? Oui. Ouais. Alors je vais en prendre 3. Je vais en prendre 3 parce que je pense que je voudrais vous amener à distinguer 2 formes d'aide active à mourir, que sont l'euthanasie et l'assistance au suicide. Dans l'euthanasie, vous savez que l'euthanasie consiste à ce qu'un tiers administre un produit létal chez une personne qui en fait la demande, on est d'accord, et qui est atteinte d'une maladie grave, incurable, évoluée, etc. Ce tiers a une importance, de mon point de vue, très grande. Et l'assistance au suicide, c'est la personne elle-même qui absorbe un produit létal, au terme de cette démarche que je vous ai décrite. Je vais faire très vite, on aura le temps d'en débattre, mais vous dire l'analyse des publications qui ont été faites dans un État qui a dépénalisé l'assistance au suicide, qui est l'État d'Oregon, depuis 1994, je crois. Ou peut-être, oui, je crois. On dispose de travaux de recherche. Hein. Je vous signale qu'on ne dispose pas d'authentiques travaux de recherche et donc de données sur lesquelles on puisse discuter, que ce soit en Belgique, que ce soit dans des pays qui ont pourtant fait évoluer leurs droits. Mais ce pays a mené des travaux qui sont intéressants et qui montrent que donc ce pays et 6 autres États des États-Unis ont dépénalisé l'assistance au suicide quand une personne est atteinte d'une maladie grave, incurable, dont le pronostic est évalué à moins de 6 mois. Alors, on peut discuter de tout cela, mais ça ouvre un droit aux personnes pour se procurer dans une officine ou un équivalent d'officine un produit létal, qu'elles absorbent ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il advient. C'est-à-dire que entre un tiers, voire la moitié des personnes qui donc rentrent dans ce cadre-là et qui ont demandé à pouvoir obtenir ce produit ne vont pas le chercher. Et parmi ceux qui sont allés le chercher, sont allés se procurer ce produit pour l'absorber, un tiers ne l'absorbe pas. Alors, on passe à une forme d'interprétation de ma part, ça n'est pas, là c'est les résultats que je vous donne, mais ce qui renforce l'idée qu'il y a une ambivalence ultime autour de cette question, et que la personne, lorsqu'elle est confrontée à cela, hésite encore. Et qu'il nous apparaît fondamental de respecter cette ambivalence ultime. Ça vient renforcer des travaux qu'on avait menés par ailleurs, avec d'autres équipes de recherche, qui montrent que plus on est malade, plus on avance dans la maladie, plus on change d'avis autour de cette question.
C'est pour ça aussi qu'il faut sortir des visions un peu faciles. Les Français sont, vous le disiez, excusez-moi, j'espère que je ne vous vexe pas en disant cela, mais les Français sont favorables. Selon certains sondages. Voilà. Quelle est la valeur d'un sondage d'opinion qui n'interroge pas les principaux intéressés, en l'occurrence? Pas les personnes qui sont malades, qui sont interrogées, mais des citoyens comme vous et moi. Nous avons une opinion, et nous avons une opinion, c'est démontré maintenant, d'autant plus sûre d'elle que nous ne sommes pas concernés par cette question-là, et que nous sommes affolés par ce qu'il pourrait advenir. Je vais terminer. Et donc, le CCNE, je termine effectivement, vous l'avez compris, insiste pour qu'on ait un véritable engagement politique dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, et le dit, l'exprime. Si le législateur veut faire évoluer le droit, la question de l'assistance au suicide nous semble à étudier de façon beaucoup plus affinée que celle de l'euthanasie. Je m'arrête, je suis désolé, mais on contribuera après. Merci, monsieur le professeur. Monsieur Leguet. Voilà. Ah non, ça marche pas. Je pense que... Tiens, allô, voilà. Bon, alors, on a 15 minutes, alors, parce que maintenant, temps de parole, 15 minutes, on est passé 10 à 15, c'est bien. Toujours bien de passer de deuxième. Il n'y a pas de raison. On est sûr de savoir de quel temps on dispose. Donc, on parle du rapport, de l'avis du CCNE qui est sorti il y a déjà quelques temps. Et il est clair que, c'est pour ça que je voudrais en parler comme ça, il est clair que cet avis a libéré quelque chose, a donné une approbation. Alors le problème de ce rapport du CCNE, c'est qu'il est trop intelligent pour ceux-là même qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une imprimature du CCNE pour aller dans le sens qu'ils veulent, c'est-à-dire dans celui de l'euthanasie. Et donc, on peut regarder, paragraphe 15, paragraphe 16, il y a quelque chose qui dit quand même clairement une approbation. Alors, à côté, il y a tout le reste, tout ce que Régis Aubry, en partie, a dit, et qui est à la fois trop intelligent pour ceux qui ne veulent pas entendre, et à la fois trop complexe pour ceux qui ne veulent pas s'embarrasser de la complexité. Donc, je considère qu'effectivement, un débat a été lancé avec aussi cet avis du CCNE qui a libéré quelque chose. Le président a lancé le débat et maintenant tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Voilà, c'est ça les 15 minutes que je voudrais utiliser là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors voilà, moi j'ai plusieurs objections dont je voudrais vous faire part. J'ai premièrement 3 objections sur le débat lui-même. Est-ce que le débat, quel est l'enjeu du débat, si vous voulez? Premier enjeu du débat, c'est qu'il y a eu, il y a 35 ans, 40 ans, et Régis Aubry le sait mieux que personne, il y a eu une forme d'insurrection des soins palliatifs contre des pratiques médicales, je pense en particulier au cocktail lithique, qui pratiquaient comme ça l'euthanasie ou la fin de vie au bon vouloir des médecins. Quelque chose qui est une promesse de dignité, d'accompagnement, etc., existe en France depuis 35-40 ans, et il me semble que quelque chose peut être remis en cause par cette question de l'euthanasie. Première chose. Deuxième enjeu essentiel, je trouve que ce débat, avec sa commission citoyenne, avec les consultations, etc., sur cette seule question de l'euthanasie, est totalement indécent. Je vais vous donner 3 chiffres. Le premier, c'est qu'il y a 650 000 personnes qui meurent par an, et nous constatons que certains peuvent mourir venant des EHPAD ou ailleurs, dans les couloirs des hôpitaux, etc. etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on fait d'abord pour la qualité des 650 000 personnes? Il y a 200 000 personnes par an qui voudraient bénéficier des soins palliatifs et qui ne peuvent pas. Il y a 26 départements qui n'en ont pas, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Régis Aubry a dit qu'effectivement, les plans successifs de soins palliatifs sont des plans d'une pauvreté rarissime. Et donc, on peut toujours, depuis des années, tous les ministres que j'ai entendus sur ce sujet-là se payent de mots et payent de mots la société sans payer en monnaie sonnante et trébuchante pour faire en sorte que les soins palliatifs se développent. Et alors, on parle de quoi? On ne parle pas de ça, on ne parle pas non plus de l'accès universel de tous aux soins palliatifs. On parle
par le petit bout de la lorgnette de 1,5%, 2% de personnes qui pourraient éventuellement en passer par l'euthanasie. Je trouve ça extrêmement indécent. Troisième élément, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut considérer, alors n'ayons pas peur des grands mots, mais j'ai pas peur des grands mots, une forme de rupture anthropologique si jamais cette question de l'euthanasie et du suicide assisté venait à être légalisée et autorisée en France, surtout, on pourra reprendre le texte, mais surtout dans les conditions proposées par M. Falorni il y a 2 ans et qu'il souhaite effectivement mettre en avant. Pourquoi ? Jean Leonetti fait une distinction absolument essentielle entre ceux qui vont mourir, voilà. Nous sommes tous dans ces situations-là potentiellement. Nous allons mourir, voilà. Et donc la noblesse de ce que Régis Aubry fait de tous ceux qui sont confrontés à ces situations-là depuis des années, c'est-à-dire des activités de soins palliatifs, d'accompagnement, etc., sont vraiment quelque chose d'une noblesse d'humanité grande et aident ceux qui vont mourir, voilà. Et donc, Jean Leonetti dit non, il y a une différence de nature entre ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir. Et que ceux qui vont mourir et ceux qui veulent mourir ne peuvent pas être, d'une façon ou d'une autre, traités à égalité au même endroit. Donc il y a une différence de nature, et cette différence de nature, Monsieur Véran, quand il était ministre autrefois, quand il était plus prudent, lui avait bien dit qu'effectivement c'est une différence de nature et pas une différence de degré. Alors après, contre l'euthanasie, j'ai 3 arguments principaux. Le premier, c'est que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, et j'en entends, et voilà, tous ceux qui disent on va être plus intelligent que la Belgique, plus intelligent que les Pays-Bas, et on va faire une aide active à mourir encadrée. Il y aura des procédures, ça sera limité, ça sera supervisé, etc., se trompent et nous trompent. Tous ceux qui disent ça se trompent et nous trompent parce que l'exemple belge, l'exemple des Pays-Bas nous le disent à partir du moment où on autorise, au nom de l'égalité, au nom de tout ce que vous voulez, au nom de l'absence de discrimination, eh bien, progressivement, on élargit de plus en plus cela. Je précise, pour donner un exemple, Chanty de Corte, qui est une jeune fille de 23 ans, a été euthanasiée en Belgique l'année dernière pour troubles psychiques. Voilà, elle a été... on pourra revenir sur son cas, mais c'est ça. Voilà. Quand on accepte le principe, on accepte ça aussi. Et on peut toujours dire non, on va être plus malin que les autres, mais on ne sera pas plus malin que les autres, parce que la pente, à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, elle penche, elle penche inexorablement. Depuis 20 ans en Belgique, aux Pays-Bas, etc., au Canada, elle penche de plus en plus vers un élargissement de plus en plus grand. Deuxième argument important, c'est que accepter l'euthanasie, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est bloquer l'ambivalence. C'est ce que Régis Aubry a dit, ceux qui disent qu'ils veulent mourir, qui disent qu'ils veulent que ça s'arrête, qui disent que ça s'arrête et on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent dire. Mais qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent que ça s'arrête ? Ceux-là sont en permanence, et personne mieux que Régis Aubry ne l'a vécu depuis des années, sont dans une situation d'ambivalence. Ils veulent pas. Après, ils sont rassurés, ils sont rassérénés, ils trouvent un confort. Les médecins trouvent quelque chose et ils veulent plus. Donc à un moment donné, bloquer cette ambivalence-là au profit de quelque chose qui est un désir, qui devient une volonté, cette volonté devient une action, c'est quelque chose qui est, de ce point de vue-là, extrêmement, extrêmement grave. Troisième problème majeur de chez majeur, c'est que moi je ne connais pas de réforme sociétale qui se soit faite contre ceux-là même qui doivent l'appliquer. Les soins palliatifs, tous les soins palliatifs sont vent debout contre cette réforme-là. Une enquête a été faite, seulement 2% de l'ensemble du corps médical des soins palliatifs accepterait ou acceptent l'euthanasie. Tous sont contre. Donc, qui va l'appliquer ? Qui va appliquer ce qu'ils considèrent, eux, comme quelque chose qui ne relève pas du soin ? Donner la mort, ce n'est pas un soin dit de façon répétitive, Claire Fourcade, parce que justement, elle est aux premières loges de cela. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer une réforme si ceux-là même qui
ne la demandent pas, se doivent de l'appliquer alors qu'ils ne le veulent pas. Je ne sais pas comment on fait, moi, c'est un problème. Hein. Ça, c'est les 3 arguments principaux. Après, j'en ai d'autres, 5, plus rapides. Le premier, c'est quel message est-ce qu'on envoie aux fragiles, à ceux qui sont dépendants? Dans le rapport du CCNE, il est bien dit que quelque chose, effectivement, et c'est ce que Régis Aubry a dit à l'instant, qu'il y a une forme de pression. Quel message est-ce qu'on dit? Sinon, qu'on va dans le sens qui est souvent ceux des personnes qui sont dans des situations comme celle-là, c'est-à-dire, je suis en trop, je suis un poids, je suis... Pour la situation de l'Oregon, il y a 80% de ceux qui demandent de bénéficier du suicide qui sont le sentiment d'être en trop. Donc c'est pas du tout physique, au sens de la douleur physique, qui peut être un élément de composante, mais c'est le sentiment d'être en trop. Donc quel message est-ce qu'on envoie avec cela à toutes ces personnes, et il y en a un paquet, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en grande fragilité, quel message est-ce qu'on envoie, sinon celui de dire vous êtes en trop, vous avez raison de vous considérer comme en trop, et on va vous aider à faire en sorte que vous soyez effectivement un peu moins en trop. Deuxième argument, on ne mesure pas, et on voit bien que c'est difficile, l'effet, l'impact de l'entourage sur les familles, les enfants, d'un suicide assisté ou d'une euthanasie. Parce que ça se fait toujours d'une façon ou d'une autre avec, soit on met les enfants ou la famille devant le fait accompli, soit on demande à ce qu'ils soient d'une façon ou d'une autre non seulement informés, mais d'accord. Vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la procédure du deuil et du chagrin qui débute à ce moment-là pour être d'une façon ou d'une autre complice du meurtre ou de l'assassinat ou de la mort de ses propres parents. Donc ça, il faut mesurer aussi ces effets-là sur le psychisme des autres. Troisième élément, je n'y reviens pas, mais c'est les moyens en soins palliatifs. C'est l'élément qui, et Régis Aubry a raison, c'est pas ça qui va tout régler à 99%, mais c'est ça qui va énormément régler bien des choses, parce que bien des difficultés sont liées à des situations de prise en charge défaillantes, à des manques de moyens, à des situations qui... Voilà. Donc s'il y avait une offre palliative à la hauteur de ce que nos ministres successifs nous disent, comme quoi c'est absolument essentiel, que le boulot que vous faites est fondamental, etc., mais qui ne mettent pas les moyens, quelque chose serait... Voilà. Quatrième point, l'interrogation que je pose, c'est qu'est-ce que les Français, ou qu'est-ce que l'on veut, ou qu'est-ce que ceux qui poussent à l'euthanasie veulent écourter? Vous voyez, qu'est-ce qui doit s'arrêter? Alors, souffrance physique, on entend. Difficulté, d'existentiel, tout ça on entend. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière qui est, disons, le caractère, disons, spirituel, ou d'explication, ou de compréhension mutuelle, ou de ce que l'on se dit les uns les autres à ce moment-là, vous voyez? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique qui laisserait supposer que je suis propriétaire de ma vie, je suis propriétaire de mon corps, je suis propriétaire de ma mort, et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit de quoi que ce soit? Alors quand on dit tout cela, alors ça va à l'opposé de tout ce qu'on a fait depuis 1000 ans, pour le faire vite, bien évidemment, il y a une forme de rupture absolue, si vous voulez, par rapport à ce qui va se passer après. Après, c'est le deuil, c'est le chagrin, c'est la difficulté. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on veut écourter? Sinon, peut-être, ce temps-là, qu'il ne faut pas forcer, mais ce temps d'explication, de compréhension, d'échange, de pardon, de réconciliation, voilà, tout ce qui peut se passer et qui se passe ou qui peut se passer à ce moment-là. Et dernier point, comme ça je reste dans les temps, 15 minutes, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Donc je vais faire comme Régis Aubry. Très bien, encore 3 minutes, c'est bon. Donc, 5e point, si vous voulez, c'est qui va décider à terme? Qui va décider à terme? Vous voyez? On voit bien qu'il y a un sujet qui pointe derrière une euthanasie liberté, c'est la question de l'euthanasie économique. Pourquoi, ce qui me choque beaucoup, pourquoi est-ce que les patrons des mutuelles françaises ont dit qu'ils étaient pour l'euthanasie? Ils l'ont dit publiquement, c'est pas du tout. Ils ont fait des articles là-dessus en disant qu'ils étaient pour l'euthanasie. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème pour des mutuelles? Donc on voit bien qu'il y a un point, et je renvoie à un film que vous pouvez regarder, qui s'appelle Plan 75, qui est un film japonais, qui montre bien qu'à un moment donné, la question, si vous voulez, économique, ça coûte cher, tout ça. Voilà. La question économique, elle est pas là, dans le débat, personne ne la met en avant,
Mais on sent qu'elle n'est pas très loin et que d'une façon ou d'une autre, ça peut arriver. Et puis, deuxième problématique, et je m'arrête là, sur qui peut décider à terme, et dans mon bouquin, je parle de ça, de ce que Tocqueville met en avant, si vous voulez, sur la morale individuelle par rapport à la pression collective. Il dit, quand on est dans une situation aristocratique, pour le faire vite, donc dans ces régimes, si vous voulez, on fait sa morale par soi-même, de soi-même, avec des références religieuses ou culturelles, etc. Et il dit, en régime démocratique, c'est-à-dire d'égalité, pour Tocqueville, en régime d'égalité, eh bien, on est de plus en plus sous la pression de ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que la majorité, comme on ne sait pas très bien comment se déterminer, la majorité, la société, a une morale qu'elle dit comme telle et qui fait pression sur l'individu dans son choix et dans sa liberté. Donc, à partir du moment où on légalise l'euthanasie et le suicide assisté, la société donne son label pour cela. Et donc, elle propose ça comme un soin, ou elle proposerait ça comme un soin, ce qui est le cas déjà au Canada. Et donc, comment est-ce qu'on peut résister à cette pression morale, à cette pression de la société, à cette pression des médecins, à cette pression de l'hôpital, à cette pression qui vous dit, ben voilà, c'est un soin, c'est une solution, c'est une possibilité, il faut d'une façon ou d'une autre. Et dernier point, c'est repris, et ça je le regrette aussi par le CCNE, l'idée de l'aide active à mourir, vous voyez, qui est un euphémisme trompeur, parce que l'aide active à mourir qui regroupe les deux réalités que Régis Aubry a distinguées, euthanasie, suicide assisté, excusez-moi, mais quand on fait du soin palliatif, on fait de l'aide active à mourir. Aide active à mourir. Donc, pourquoi employer un euphémisme qui ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, sinon qui cache deux réalités qui n'ont rien à voir avec de l'aide gentille, active, oui, forcément, à mourir, bah oui, tout le monde va mourir. Non, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Voilà. Donc, je trouve que sur ces sujets-là, il faut effectivement essayer, d'une façon ou d'une autre, d'être assez ferme sur les principes, de façon à s'opposer à ce qui semble être un peu inéluctable. J'ai fini, merci. Merci messieurs pour cette excellente introduction au sujet. Nous allons donc passer maintenant au débat avant de laisser place au public pour certaines questions d'ici 45 minutes. Donc, messieurs, vous avez tous les deux souligné l'application lacunaire du droit en vigueur en matière de soins palliatifs. On peut donc se poser la question de savoir si, avant de légiférer à nouveau sur ce domaine-là, est-ce que la France ne devrait pas mettre correctement en application les lois passées? Mais de l'autre côté, on sait que plusieurs milliers d'euthanasies clandestines seraient pratiquées chaque année en France, certaines sans le consentement des patients. Et face à cet autre constat, la France ne doit-elle pas légiférer pour mieux encadrer? Et la France n'a-t-elle pas, en fin de compte, pris un certain retard par rapport à d'autres pays européens, tels que la Belgique, par exemple, ou encore l'Espagne ou la Suisse dans le cas du suicide assisté? Professeur. Je m'occuperai de la Belgique. Très bien. Et donc, votre question, c'est quoi? Donc, savoir si est-ce que la France, est-ce que le moment est-il réellement opportun pour légiférer en la matière, sachant que certaines lois passées sont inégalement mises en œuvre sur le territoire, ou est-ce qu'on ne devrait pas légiférer au contraire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, des milliers d'euthanasies sont pratiquées sur le territoire, et il y a donc un besoin d'encadrer. Alors, je corrige quand même un petit peu votre propos, parce que je ne sais pas d'où vous tenez cette idée que des milliers d'euthanasies seraient pratiquées. Il se trouve que de manière clandestine, donc en plus, savoir ce qui est clandestin. Certaines études. Lesquelles? Parce qu'il se trouve que l'étude qui a servi à faire dire ces chiffres-là, c'est une étude que j'ai faite. Et elle ne dit pas cela. Et j'ai repris à plusieurs fois je cherche son nom, l'ancien député de Lyon, l'ancien député de Lyon. Touraine, qui reprend effectivement cette étude que j'ai portée
et qui lui fait dire ce qu'elle ne dit pas. Donc c'est pas très scientifique de faire de cette manière-là, et c'est même une forme d'instrumentalisation qui est pas à l'honneur des gens. Donc il n'y a pas, on ne peut pas faire dire à une étude sur quoi elle ne portait pas, ce qu'elle ne disait pas. Il y a probablement, et j'ai pu le voir dans ma carrière, des pratiques qui sortent du champ de la loi. On pourrait en discuter, hein. Ça fait longtemps qu'on travaille, nous, sur ces situations exceptionnelles. Ça fait longtemps qu'on pose la question de, dans certaines situations, la transgression du droit actuel peut nous apparaître plus éthique que le respect du droit. Je parle de réalité clinique auxquelles nous sommes confrontés. Comment on répond à ces situations-là? Mais de là à faire dire à des études ce qu'elles n'ont pas dit, c'est même un peu injurieux pour la recherche que nous essayons de mettre en place. Quoi qu'il en soit, vous avez raison, il y a vraiment un problème avec cette dimension du sous-développement des soins palliatifs. Qu'est-ce qui explique cette difficulté à avoir une vraie culture du soin palliatif? Probablement, c'est ce qui explique notre difficulté à regarder la question de la mort. C'est-à-dire que la médecine triomphante qui guérit s'accommode mal de la question de la mort et de la fin de vie. Vous savez que parfois, pour les médecins, la mort est un échec. La mort des personnes est vécue comme leur propre échec, ce qui est quand même un peu étonnant. Mais encore faudrait-il qu'on réintroduise, et je pense que ni l'un ni l'autre n'allons dire le contraire, qu'on réintroduise quelque chose qui m'apparaît, moi, fondamental dans l'apprentissage de des études de professionnels de santé, médecins y compris, c'est ce qu'on appelait les humanités dans le passé, c'est-à-dire réfléchir à cette dimension-là. Mais je radote parce que ça fait 20 ans. Ou plus de 20 ans que je demande cela. Alors ça a changé, je ne dis pas que les choses n'évoluent pas, mais c'est fondamental. Et développer, je le redis, développer des soins palliatifs, ce n'est pas forcément exclusivement développer des unités de soins palliatifs partout. J'avoue même qu'au terme de mon expérience, j'interroge parfois la place des unités de soins palliatifs. Non pas que je leur nie une véritable place, mais c'est que si on développait beaucoup d'unités de soins palliatifs, on favoriserait une forme de ghettoisation des personnes malades et qu'on favoriserait le fait que d'autres ne s'en occupent pas. Et je pense qu'il vaut mieux développer cela. C'est un investissement dans le temps. Et c'est un investissement qui ne coûte pas si cher que cela, puisqu'on nous oppose aussi cela. Il y a des moyens qu'on ne peut pas trouver. Donc, je pense là. Mais il faut, je répète, sortons même de la dimension des soins palliatifs. Je dis à nouveau ce que je disais tout à l'heure, pour aller dans le champ plus large des personnes en situation de vulnérabilité liée à leur santé. Et je pense que nous avons une responsabilité sociale en tant que le médecin que je suis le sent comme cela. Nous contribuons, du fait même des progrès de la médecine, à générer des situations de vulnérabilité. Il nous faut donc des mesures à la hauteur de cette réalité qui consiste à dire est-ce qu'on priorise ce champ-là dans notre société? C'est une condition sine qua non pour engager un débat sur d'autres dimensions. Juste pour terminer sur cette question, j'ai fait le tour au plan international des pays qui ont développé les soins palliatifs et je trouve que partout, nous rencontrons la même difficulté à investir cette question. Les pays pionniers, comme l'Angleterre, comme le Canada, sont aujourd'hui confrontés à des véritables régressions autour de ces questions-là, des vraies difficultés autour de tout cela. Et donc on voit bien qu'il y a une question de fond autour de tout cela, qui est une question qui est... Enfin, il ne faut pas réduire la question de la fin de vie à une question médicale et une question sanitaire. C'est une question de société. Quelle place on fait, quelle place on laisse pour les personnes au moment ultime de leur existence? Je rejoins mon collègue sur cette dimension, c'est-à-dire que c'est un temps qui est important. C'est un temps qui est même essentiel. La valeur d'une personne qui est en fin de vie, et qu'il faut lui rappeler, c'est qu'elle nous rappelle que nous allons l'être. Et qu'elle nous oblige à y penser. Et qu'y penser, c'est peut-être commencer à réfléchir au sens de sa propre existence. Je ne peux pas me contenter de dire cela parce qu'il existe, effectivement, des demandes rares qui correspondent à la volonté des personnes. Et c'est de celle-ci dont on pourrait parler si on engageait le reste. Monsieur Leguet. Non, juste en complément sur la question du modèle belge, parce que vous avez parlé du modèle belge, qu'on était en retard sur le modèle belge, enfin voilà. Alors la question c'est, est-ce que, il y a un modèle belge? Il me semble que non.
Et deux, il faudrait non pas, comme ça a été le cas effectivement même tout récemment devant la Convention citoyenne, l'exposer avec des partisans du modèle belge sans contradiction, sans que personne en discute, comme si c'était l'alpha et l'oméga de ce qui allait nous arriver. Il ne faudrait pas non plus écouter, parce que le président de la République lui-même a parlé du modèle belge. Bon, alors le modèle belge, pour faire simple, ça fait 20 ans que ça existe. Ils ont changé 16 fois ou 17 fois la loi. On est passé d'un encadrement à un désencadrement. On est passé d'une fin de vie pour des malades, pour des malades avec des situations de souffrance réfractaire pour juste un tout petit peu accélérer un processus inévitable. On est passé de cela à un élargissement, un élargissement sur des personnes qui ne sont plus en fin de vie. 3, on est passé d'une souffrance physique liée à des maladies à une souffrance psychique. Voilà. On est passé des adultes aux mineurs. Maintenant, c'est possible. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, mais enfin, c'est possible aussi. Voilà. Et donc, alors après, ajoutons, si vous voulez, dans la critique du modèle belge, il se trouve que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a dit ce que tout le monde savait, un peu plus ou moins, disait comme ça d'une façon ou d'une autre, c'est que, il y a une partialité de l'instance de contrôle, la Cour européenne des droits de l'homme, donc qui a condamné la Belgique pour cela, a dit que, il y avait une partialité de l'instance de contrôle parce qu'elle est truffée enfin, de partisans de l'euthanasie, d'une part, et que, deuxièmement, il n'y avait aucun contrôle ou de très mauvais contrôle qui était fait, parce qu'à posteriori, qui était fait sur les situations donc, d'euthanasie. Donc on est dans une situation presque ubuesque, parce qu'il y a quelque chose qui est lâché comme ça sur le modèle belge, que l'on met toujours en avant et qui est maintenant, qui se révèle être effectivement. Alors, pourquoi je dis que c'est un modèle belge ? Parce que tous les partisans de l'euthanasie vous expliquent, en veux-tu, en voilà, de débat en débat, qu'il y a un exode des populations françaises pour aller en Belgique, que c'est scandaleux, que ceci, que cela. Voilà. Bon, quand on regarde les choses déclarées par la Belgique elle-même dit qu'il y a par année 20 étrangers qui bénéficient, entre guillemets, de l'euthanasie en Belgique. 20, dont quelques Français. Voilà, 20. Donc, voilà, arrêtons avec ces histoires du modèle belge, parce que c'est un peu fatigant. Donc, il faudrait effectivement avoir ce que Régis Aubry demande de faire, un examen un peu critique de la situation, et en particulier de cela avec les dérives que l'on constate. Merci, Monsieur Le Guay. Donc, vous parlez justement des dérives du modèle belge, et qui a vu donc son champ d'application concernant l'aide active à mourir s'élargir progressivement depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui être ouvert donc, aux personnes atteintes de troubles psychiques et aux mineurs depuis 2014. Se pose donc la question donc, du consentement, et qui est un prérequisite à l'accès à l'aide active à mourir. Ainsi, à partir de quand peut-on considérer que le consentement d'un individu peut être libre et éclairé ? Alors, excusez-moi de vous contredire à chaque fois, mais je pense que ce n'est pas une question de consentement, c'est une question de réponse à une demande. Hein. Parce que quand il n'y a pas de demande, là, je pense que le franchissement du Rubicon, et ça c'est certain, c'est quand on administre un produit létal à quelqu'un qui n'a pas demandé, voire qui consent à ce qu'on lui a proposé. C'est pas la même chose que de répondre à une demande, me semble-t-il. Je parle de franchissement du Rubicon parce que ça renvoie à une histoire qui a été marquée, une histoire européenne, hein, qui a été marquée par des dérives autour de tout cela. Donc fondamentalement, c'est quelque chose d'important. Et je dis à nouveau que quand bien même une demande existe, encore faut-il qu'elle soit analysée et que cela soit fait avec rigueur, pas de façon individuelle. Vous savez qu'il y a des travaux de recherche qui montrent qu'on est confronté à une demande et à une souffrance qui aboutit à une demande. C'est sa subjectivité qui répond plus que sa rationalité. Donc il faut, comme l'a dit et redit Edgar Morin dans ses travaux, il faut mettre en place une approche très interdisciplinaire pour appréhender des demandes comme celle-ci. C'est fondamental de mon point de vue. Est-ce qu'on peut avoir une demande libre et éclairée ? C'est difficile d'être libre quand on est contraint. Et
j'attire votre attention sur ce que je disais déjà tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'une partie des demandes est le fruit d'une influence de valeurs qui ne sont pas explicites de notre société, mais que tu nommais tout à l'heure, et qui ont plutôt tendance à considérer qu'il vaut mieux être en forme, qu'il vaut mieux être jeune, qu'il vaut mieux être performant. C'est-à-dire tout le contraire de la population dont j'ai essayé de vous parler depuis le début de mon propos. C'est-à-dire quand on se trouve en dehors d'une norme qui, si elle ne dit pas son nom, est effective dans notre société, eh bien on n'est pas libre. On est influencé par cette norme. Et donc c'est important. Et c'est un travail de professionnels de santé, entre autres, mais c'est un travail de citoyen que de renvoyer à ces personnes quelles sont des personnes, quels sont des sujets, quelles sont importantes. Je pense qu'on ne peut pas imaginer d'accéder à... Ouais, c'est vrai, vous êtes quand même tellement vieux, tellement dépendant, qu'on comprend votre demande. Vous imaginez qu'on réponde comme ça, mais c'est très facile de passer dans cette position. Donc il faut une vigilance extrêmement importante pour pouvoir appréhender cette question, me semble-t-il. Merci, professeur. Monsieur Leguet, vous souhaitez rebondir sur cette question du consentement? Non, si je peux... toujours contre l'avis du CCNE, là, cette vigilance dont parle Régis Aubry, là, qui est absolument essentielle, il me semble qu'il y a deux façons de la faire. Soit, effectivement, il y a quelque chose qui est, comme c'est le cas aujourd'hui, qui interdit et l'euthanasie et le suicide assisté, et que donc il y a une forme de vigilance qui permet à ce moment-là d'apprécier les situations et peut-être d'en passer par d'autres solutions, comme effectivement la sédation profonde et continue, comme d'autres éléments, comme l'arrêt des traitements, qui est un droit que les Français ne connaissent pas bien, enfin les Français au sens de ceux qui sont confrontés à cette situation-là ne connaissent pas bien. On a la liberté, depuis déjà quelques années, de dire maintenant, arrêtez les traitements. C'est un droit individuel qui est possible. Bon. Donc cette vigilance, à mon avis, est d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur un interdit. Voilà. Si on fait sauter l'interdit, il me semble qu'il y a une forme de vigilance qui est moins vigilante, et donc quelque chose qui est compris par les patients comme une forme de méfiance à l'égard du médecin, qui peut-être n'est pas dans cette relation antérieure telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut être perturbé dans la relation de confiance que l'on peut avoir à l'égard de son médecin si on dit, comme on connaît des cas effectivement dans cette situation-là, si on dit à son médecin, écoute, arrêtez, non, j'en ai marre, hein, ras-le-bol, hein, voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ou arrêtez tout ça, ou arrêtons tout ça. Enfin, vous voyez, quelque chose un peu vague comme ça qui peut être d'une façon ou d'une autre pris en charge, mais que le médecin peut lui comprendre parce que médecin et parce que possibilité d'euthanasie comme une demande d'euthanasie. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette vision des choses, et en particulier, je pense qu'il ne faut surtout pas dire qu'on peut s'arranger avec la sédation profonde et continue. Parce que c'est deux choses différentes, me semble-t-il, hein, très honnêtement. Je n'ai pas dit que c'était la même chose. Hein. Non, mais c'est pas une option qui va dans ce sens-là, me semble-t-il. J'y reviens un instant, si vous permettez, parce que le droit actuel, un droit a été ouvert en 2016 par la loi Claes-Leonetti, le droit à la sédation profonde et continue dans des cas qui sont quand même bien décrits qui consiste donc à mettre une personne dans le coma, en quelque sorte, hein, et essayer de lever toute conscience chez la personne au motif que la conscience en toute fin de vie, quand elle n'est que souffrance, n'a pas lieu d'être forcément maintenue. Hein. C'était la raison pour laquelle... Et donc l'enjeu est d'endormir, et n'est pas d'accélérer la survenue de la mort. Et les recommandations, il se trouve que j'ai présidé ces recommandations à la Haute Autorité de Santé, vont dans le sens effectivement d'évaluer cela. Mais il y a quand même... On ne fait donc pas mourir quelqu'un avec la sédation profonde et continue, mais on peut faire mourir quelqu'un avec un mésusage de la sédation profonde et continue. Hein, très honnêtement, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien séparer les choses, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, et là aussi, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire forcément du droit au motif qu'il existe,
Depuis que Jean Leonetti et Alain Claes ont permis, on a compris qu'il y avait aussi une recherche déjà, une espèce de compromis en quelque sorte à ce moment-là. Mais moi, je pose une question que je n'ai pas réussi à développer en matière de recherche, parce que la recherche auprès de personnes qui sont en fin de vie, sur un plan éthique, c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce qu'on est sûr que quand on endort profondément quelqu'un, on enlève sa souffrance? Est-ce qu'on n'enlève pas la possibilité pour la personne de l'exprimer? Je ne sais pas répondre à cette question. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut être très très méfiant autour de tout cela. Et je poursuis. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que la sédation avec les médicaments qui sont recommandés par la Haute Autorité de Santé, son effet s'estompe dans le temps et qu'elle ne peut pas être poursuivie longtemps. Et même sur un plan éthique, que signifierait le maintien pendant des semaines d'une personne en état de coma, en quelque sorte, médicalement induit. Donc on voit bien qu'il y a un point de butée, qu'il y a à la fois des situations créées par la médecine qui posent des nouvelles questions dans le cadre des demandes, et puis des limites du droit. Est-ce que pour autant, ça veut dire... Je suis assez d'accord sur la méfiance qu'il faut avoir. On n'est pas d'accord sur la façon dont on peut faire bouger les choses, mais ça n'empêche pas de discuter, me semble-t-il, la preuve. Mais la crainte que l'on a n'évite pas le danger qui existe. La crainte que l'on a de dérive n'évite pas le danger qu'il y aurait à rester sur une posture qui serait celle d'une posture de nature presque morale, entre guillemets. L'interdit de tuer est fondateur, il a une fonction ontologique, il a une fonction fondamentale dans une société, et il ne faut pas y toucher. Je pense qu'il faut savoir parfois bouger cette dimension-là. Tu as raison de dire qu'encore faudrait-il qu'on puisse s'exprimer et que les nuances avec lesquelles qu'on utilise soient entendues, ce qui n'est pas toujours aussi facile que cela. On en discutait avant cette réunion, mais ça m'apparaît important d'oser aller là où les questions se posent et ne pas se retrancher toujours derrière des principes moraux qui ont leur valeur dans une société. Si on enlève des principes, à mon avis, on enlève la société. Non, mais je n'ai jamais dit, alors si je me suis mal exprimé là, à ce moment-là, mais que la sédation profonde et continue était une façon de promouvoir l'euthanasie. J'ai pas du tout dit ça. J'ai simplement dit que par rapport à cela, il y avait des solutions ou des options qui étaient de reprendre en main ou de décider soi-même, soit d'arrêter les traitements, soit de choisir cette façon de, comme disait Jean Leonetti, de dormir avant de mourir, voilà, qui est le cas de la sédation profonde et continue. Voilà, donc j'ai pas du tout, enfin, si j'ai dit ça ou si vous avez compris ça, c'est pas du tout ce que je pense. Juste un point sur lequel je voudrais juste insister, c'est que bon, il faut, me semble-t-il, enfin Régis dit qu'il faut effectivement bouger. Alors après, la question c'est bouger où et comment. Alors la question c'est, est-ce qu'on bouge à l'intérieur de l'hôpital en impliquant les médecins, en faisant la promotion de l'euthanasie, ou est-ce qu'on est susceptible d'offrir d'autres solutions on a parlé de l'Oregon comme une solution possible, c'est-à-dire quelque chose où effectivement il y a un contrôle médical pour ne pas laisser libre cours à la volonté des uns et des autres, donc un contrôle médical, mais une libre disposition, une sécurité qui est donnée à ceux-là même qui sont en situation de fragilité, qui se disent qu'effectivement ils ont besoin de cela. Donc Régis a rappelé cela et il a tout à fait raison. Ces enquêtes sont absolument essentielles. 50% de ceux qui ont accès à ces médicaments pour les tuer, pour le suicide assisté, ne le prennent pas. Et 30% de ceux qui le prennent, qui vont le chercher et qui le prennent chez eux, qui le ramènent chez eux, 30% ne s'en servent pas. Donc il y a quelque chose, mais c'est en dehors de l'hôpital. C'est contrôlé par des médecins dans le respect, mais c'est en dehors de l'hôpital. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est à réfléchir. Bouger, certainement. Comment, voilà, et où. Et je pense que cette primauté dans le débat de l'euthanasie, me semble-t-il, obstrue un tout petit peu d'autres solutions possibles qui se feraient, non pas du côté de l'euthanasie, mais peut-être du suicide assisté, et non pas à l'hôpital, mais en dehors. Voilà, quelque chose qui serait... Juste un mot, excusez-moi, mais je suis assez d'accord avec cette réflexion, et d'autant plus que ça rejoint une autre réflexion que tu nommais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut imaginer
qu'administrer un produit létal soit assimilé à un soin. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que celui à qui on a demandé d'accompagner une personne, de la soulager, considère que l'injection d'un produit létal soit une poursuite du soin? C'est une question qui, de mon point de vue, effraie littéralement les professionnels de santé. Tu nommais les professionnels, en particulier des soins palliatifs, qui se trouvent à leur corps défendant et qui se trouveraient à leur corps défendant contraint, etc. Fondamentalement, autant l'accompagnement de la demande, qui peut aller, de mon point de vue, jusqu'à comprendre chez autrui, qui n'est pas forcément, partage pas des valeurs qui sont éventuellement les miennes, un désir de mort qui éventuellement va aller jusqu'au bout, et avec toutes les... Ça relève, à mon avis, du soin, l'accompagnement. Autant l'administration d'un produit létal, surtout quand on prend en compte ces données dont on vient de parler, à mon avis, entraîne une ambiguïté. On a juste un peu de mal à faire comprendre cela. Ces nuances-là. J'ai été auditionné il y a quelques jours par la mission parlementaire sur cette... en face de moi, j'avais des personnes qui disaient « mais on ne voit pas les différences que vous voulez nommer ». Donc j'ai expliqué, une fois, 2 fois, vous m'avez peut-être entendu, là, mais la 3e fois, j'ai estimé que c'était plus nécessaire d'apporter des arguments, quoi. Alors, on va peut-être changer de... C'est juste pour dire que effectivement, ce que Régis... Non, mais c'est juste un point. C'est très rapidement, ce soin, le caractère du soin, c'est ce qui se passe au Canada. Donc, je veux dire, ça existe. Je veux dire, c'est pas comme si c'est un fantasme. Ça existe. Voilà. Alors, professeur, vous avez parlé, donc, abordé vous avez parlé de revenir sur le principe de l'interdit de tuer. Donc, pour aborder maintenant ce sujet sous l'angle de la déontologie médicale, l'article 38 du Code de la déontologie médicale donc, prévoit que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, mais d'un autre côté, a pour devoir de sauvegarder la dignité du malade. Donc, face au constat d'un allongement de l'espérance de vie et d'une baisse de la mortalité, ces 2 injonctions ne sont-elles pas maintenant en train de devenir incompatibles? Et ne faudrait-il pas, en conséquence, revoir ces règles déontologiques encadrant donc la profession de médecin? Pas tant que ça, pour le coup. Si vous reprenez tout ce qu'on vient d'échanger, ça ne me semble pas dans une contradiction absolue. Mais il y a l'article 38, il y a aussi le serment d'Hippocrate qui va à l'encontre... Non, mais je reprends ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire que ni mon voisin ni moi n'avons dit que nous estimions qu'il fallait transgresser l'interdit de tuer et administrer un produit létal. Je ne crois pas que vous nous ayez entendu dire cela, ou si on l'a dit, c'est qu'on s'est mal exprimé. Et je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, en tout cas personnellement, dans le maintien de cette dimension de l'interdit. Je pense en revanche qu'on est confronté, c'est ce qu'on a essayé de dire, à des demandes, à des situations où la transgression apparaît presque plus éthique que le respect de cet interdit, et qu'il ne nous appartient pas pour autrui de décider cette administration, entre guillemets. C'est une nuance qui, de mon point de vue... alors, vous avez raison, on peut considérer que les textes sont un peu poussiéreux, que les conditions ont changé, qu'il faudrait un peu revoir... De toute façon, je pense qu'il faut régulièrement revoir le code de déontologie. Notre société bouge, notre société évolue. Il sera amené à être oui, vu. Mais pas dans le sens d'une inversion complète du sens dont il est porteur. Plus que les mots, c'est le sens dont ils sont porteurs, me semble-t-il, qu'il faut analyser. Il y a quelque chose d'important dans une société à maintenir cette dimension de l'interdit de tuer, d'administrer un produit létal. Et je considère que si on travaille sur une réalité, parce qu'il y a un principe que je viens d'énoncer, l'interdit de tuer, et puis il y a un autre principe qui est le principe des réalités, la confrontation à des situations extrêmes, rares, complexes. Eh bien, il faut faire avec ces 2 principes, me semble-t-il, et trouver une voie qui serait assez juste, me semble-t-il. Je suis d'accord avec Régis, et je ne suis pas d'accord avec Régis Aubry, rapporteur de l'avis du CCNE. Ce que Régis vient de dire là, voilà, on voit bien qu'il y a une vertu de l'interdit. Hein. Dire non, je pense que cet interdit maintenu, et surtout dans un cadre hospitalier, a une vertu en tant que telle, hein, vertu humaine, anthropologique, médicale, voilà,
qui est, me semble-t-il, absolument déterminante. Après, d'autres solutions sont possibles et on voit à peu près lesquelles. Bon. Par contre, il se trouve que l'avis du CCNE, lui, ouvre la porte à cela, et même, je l'ai relu encore cet après-midi, même sur les souffrances liées à des maladies, et même à des maladies psychiques. Donc il y a quelque chose là-dedans, peut-être en n'allant peut-être pas suffisamment dans le détail, ou en confiance là à nos législateurs qui sont peut-être pas aussi, par euphémisme, aguerris et complexes que ceux qui connaissent un peu ces sujets-là, ce qui est le cas de Régis Aubry. Donc je pense qu'il y a quelque chose un peu contradictoire entre l'avis du CCNE, lui, qui ouvre cette porte-là, et qui dit même, je trouve que là il y a une forme de déviance, de perversion presque de l'éthique, hein, qui dit même qu'il y a un droit qui existerait ou qui peut exister du suicide assisté, et que pour celles-là même des personnes qui ne pourraient pas bénéficier du suicide assisté et qui voudraient quand même d'une façon ou d'une autre, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en état de pouvoir le faire, à ce moment-là, par éthique, je reprends les termes exacts, je pourrais lire exactement le paragraphe 15 et 16, pourraient bénéficier de l'euthanasie. Vous voyez, donc là, je dis, il y a quelque chose qui est... Et tout ça dans un cadre médical. Voilà. Je ne peux pas te laisser dire ça, parce que ce qu'a essayé d'exprimer le CCNE, c'est que les ouvertures génèrent d'autres questions. Si un droit était possible autour de l'assistance au suicide, quid des personnes qui ne le peuvent pas, mais qui le veulent? C'est la question des personnes tétraplégiques, par exemple, qui peuvent faire une demande. Alors, dans un avis précédent, que j'avais aussi coordonné, l'avis 121, on faisait une distinction mais qui était byzantine, entre l'assistance au suicide et le suicide assisté. Puisque vous le savez, dans certains pays, comme la Suisse d'ailleurs, une personne qui se trouve dans cette situation-là, on lui donne la possibilité d'actionner, par un système de contrôle oculaire, une seringue qui injecte le produit. On s'approche beaucoup de la question de l'euthanasie, puisque du coup, on lui donne la possibilité d'actionner quelque chose. Donc la frontière est ténue, et ce que nous avons essayé de dire, c'est cela. C'est-à-dire que si on ouvre, on pose de nouvelles questions. En revanche, si c'est écrit dans l'avis, on regardera, mais je crois clairement, le champ du débat qu'on a ouvert au sein du CCNE ne concerne pas les maladies psychiatriques du type maladie mélancolique, par exemple, qui sont une vraie question, il ne faut pas l'ignorer. Nous ne l'avons pas traité, nous avons même dit que nous ne le traitions pas dans cet avis, parce que ça pose d'autres questions. Il y a effectivement certaines maladies psychiques qui confrontent les personnes avec une espèce d'aspiration à la mort qui les conduit très souvent au suicide. C'est un cas de figure, à mon avis, totalement différent de la question de la confrontation à la mort, du fait d'une maladie grave, enfin totalement différent. Il y a des liens, mais nous n'avons pas poussé la réflexion dans ce champ. Donc nous avons dit que nous n'avions pas poussé la réflexion dans ce champ. Alors, si le législateur décide de légiférer sur l'aide active à mourir, la possibilité d'un accès légal à une assistance au suicide devrait être ouverte aux personnes majeures et atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques et psychiques réfractaires. Maladie grave et incurable, c'est pas la même chose qu'une maladie psychiatrique. Oui, mais maladie grave et incurable, c'est aussi des maladies. Soit tu lis tout. Non, mais je lis tout. Ah non, mais je lis tout. Parce que nous avons. Dont le pronostic vital. Nous n'avons pas traité cette question. Ouais, je pense que c'est une façon. Bon, alors, retirons cela si c'est le cas, mais et pareil pour la suite. Donc, professeur, on sait que la Belgique a introduit dans un premier temps, dans les années 2000, l'aide active à mourir à des conditions strictes et a vu le champ d'application de ce remède, en tout cas d'aide active à mourir, s'élargir considérablement. Et certains pourraient même dire que la Belgique a perdu le contrôle en fait en matière de conditions d'accès à l'euthanasie. Est-ce que introduire l'aide active à mourir à des conditions strictes en France, donc aux personnes atteintes de maladies incurables dont le diagnostic est engagé à moyen terme, ne reviendrait-il pas à ouvrir la boîte de Pandore à terme?
c'est un risque. C'est un risque qui est effectif. Le risque de pente glissante, je ne sais plus comment... le risque de dérive derrière tout cela. Et je suis d'accord pour faire le constat que les pays qui ont dépénalisé l'euthanasie sont tous des pays où il y a une extension du champ de l'ouverture. Mais encore une fois, excusez-moi de revenir sur la question de l'assistance au suicide. Non, mais je reviens sur la question de l'assistance au suicide. Je pense que si on peut analyser des données, il faut les analyser. Il n'y a pas eu d'augmentation significative du taux de suicide après la dépénalisation de l'assistance au suicide dans ce pays. Et il n'y a pas, depuis cette période-là, une augmentation, alors que dans le cadre de la Belgique, par exemple, on a une augmentation asymptotique, littéralement, des demandes. Alors, qu'on débatte de tout cela m'apparaît normal. J'avais été invité il y a 2 ou 3 ans à Bruxelles pour débattre d'une éventualité de l'évolution du droit pour concerner les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs sévères. Ça s'apparente à ce que je nommais tout à l'heure le franchissement du Rubicon. C'est-à-dire que là, la Belgique n'a pas évolué dans ce sens-là, pour finir. Donc il ne s'agit pas de prêter qu'on débatte, c'est une chose, et qu'on évolue, c'en est une autre. Mais vous voyez que le risque est là, entre guillemets. Donc on peut être conscient du risque. Pour autant, est-ce qu'il faut ne pas bouger ? C'est toute une question. C'est une question de stratégie, me semble-t-il, aussi, autour de tout cela. Mais je suis d'accord... sur l'effectivité de ce risque dans une période où, excusez cette expression, la tendance est parfois à simplifier ce qui est complexe. La dérive populiste existe actuellement, alors pas simplement dans notre pays. Et est-ce que c'est le moment d'aborder des questions subtiles et complexes comme celle-ci ? Oui, peut-être pas, mais quand est-ce qu'on les aborde ? Est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir les aborder. Et c'est une réalité que vivent certains malades. Je termine juste là-dessus. Quand vous êtes atteint d'une maladie grave, évoluée, que vous êtes... que la question, par exemple, de la sédation ne s'applique pas à vous parce que vous avez une espérance de vie à moyen terme et non pas à court terme, vous avez le droit de poser des questions comme celle-ci. C'est quand même normal que ça fasse l'objet d'un débat, de discussion, d'évolution éventuelle. Mais pas n'importe comment, et certainement pas par des euphémisations comme tu les évoquais, qu'on déplore l'un et l'autre, ou des simplifications qui sont dramatiques. Mais c'est, pour moi, une dimension... vous voyez, le débat sur la fin de vie, c'est le débat sur la place des personnes en situation de vulnérabilité dans notre société. Et au moment où on a des dérives populistes, c'est une question extrêmement importante de mon point de vue à traiter. Alors, juste un mot, Monsieur Leguet, et ensuite nous allons faire dans le populisme et laisser place au public, justement. Je dirais de Régis Aubry, d'une part, et du rapport du CCNE, qu'il a trop de scrupules, qu'il est trop intelligent et qu'il est trop complexe face à tous les partisans de l'euthanasie que je connais, qui ne s'embarrassent pas ni des scrupules, ni de complexité, ni de pensée comme ça, un peu comme celle que Régis vient de vous déployer, avec des mises en garde, des réflexions, etc. Voilà. Je pense que là, il y a une forme de divorce, si vous voulez, entre ce qui est dit d'une façon ou d'une autre, à la fois dans ce qui vous est dit ce soir, et à la fois dans le rapport du CNE, et ceux à qui ce rapport s'adresse, et ceux qui portent un projet d'euthanasie en France. Voilà. Et j'ai bien débattu avec beaucoup de gens de la DMD et autres pour bien comprendre ce décalage, si vous voulez, ce décalage de complexité, d'intelligence et de scrupule entre ce qui est dit, ce qui est dedans et comment ça va être utilisé. Merci Monsieur Leguet. Nous allons maintenant donc faire place à vos questions. Voilà, de manière... Si elles peuvent être synthétiques, si elles pouvaient être synthétiques, ce serait parfait. Merci, Plane. Vous êtes devant un parterre de juristes, d'avocats. Et donc, moi, il y a un de vos propos, monsieur le professeur Aubry, qui m'a interrogé. Parce qu'on parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de problématiques médicales. Et devant un parterre de juristes, finalement, vous avez dit, mais non, c'est une demande, c'est pas un consentement. Alors, j'avoue que le juriste, ça le frappe. Parce qu'un consentement, c'est pas uniquement un consentement sur un contrat. Un consentement, c'est aussi sur un acte unilatéral. Par exemple, le testament est l'archétype de l'acte unilatéral dans lequel on va regarder s'il n'y a pas un consentement qui a été vicié. Vous le savez sans doute que le Code civil ne définit pas le consentement. Il définit les vices du consentement, article 122, 144, etc. Donc,
qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant c'est une demande? Parce que même si c'est une demande qui manifeste une volonté. Et si elle manifeste la volonté, le principe du droit civil français, c'est l'autonomie de la volonté. Et l'autonomie de la volonté, elle se manifeste par l'absence de vice de consentement. Donc les juristes sont particulièrement intéressés, peut-être trop, pas assez, je ne sais pas, dans ce débat sur l'euthanasie, sur y a-t-il véritablement eu des manœuvres, un vice du consentement, lorsque la personne a évoqué ce que vous avez appelé donc une demande. Le sujet là-dessus sur l'euthanasie me semble assez proche, toute proportion gardée, à celui des testaments. Autre acte unilatéral. Donc qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça? J'avoue que j'ai pas compris, ou voilà, ça choque le juriste. Mais j'espère que ça choque le juriste. Et je sais bien que je suis devant un parterre de juristes et d'avocats. Ce que je voulais dire, et je me permets de vous renvoyer à un texte que vous avez probablement lu, qui est l'avis 136 du CCNE, sur les enjeux éthiques du consentement. Si vous ne l'avez pas fait, ce que je ne crois pas, je vous recommande de le lire. Je vous recommande de le lire, parce qu'il montre bien que les choses ne sont pas carrées. Le consentement, on le définit dans cet avis 136, non pas comme un acte, mais comme un processus évolutif, avec des allers et retours. Et précisément, c'est important je parle sur un plan éthique, hein, évidemment, je n'ai pas la compétence pour parler sur un plan juridique, mais qu'on considère qu'un consentement, ça n'est pas quelque chose sur lequel on ne revient jamais. C'est quelque chose qui s'élabore, c'est quelque chose qui peut conduire à des changements de position. Et du coup, quand j'évoquais la réponse à la demande, entre guillemets, j'évoquais, mais je me suis probablement mal exprimé, la nécessité d'accompagner le processus qu'il y a suite à une demande, qui est une discussion, une compréhension, une tentative de compréhension, tout cela dans une logique de maintenir la confiance dans une relation, c'est pas si simple que cela, pour comprendre à la fois ce qui peut influencer la demande et qui finalement ne la rendrait pas valide en elle-même si effectivement elle disparaît si on enlève la cause de la demande. Vous me dites si je ne suis pas clair dans mon propos. Et puis qui, in fine, permet peut-être d'entendre la demande comme l'expression de la volonté, tout en y mettant encore une précaution, ce que j'ai essayé de vous dire, même quand on a la conviction que la demande d'une personne correspond à sa volonté et que c'est une demande libre et éclairée, il faut encore avoir des doutes, puisque quand on laisse la personne décider in fine dans le cadre de l'exercice de son autonomie, une partie des personnes ne font pas ce qu'elles ont demandé. Tout cela pour dire que ce processus est complexe. Voilà. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il y a consentement, c'est une chose, mais il me semble que tout juriste doit vérifier aussi les conditions de celui qui émet un consentement. Et donc, c'est ce que dit Régis à l'instant, c'est que c'est bien d'être un sujet de droit, mais est-ce qu'une personne qui est en situation d'extrême fragilité, d'angoisse, d'inquiétude, qui a le sentiment d'être inutile, peut-elle être complètement, je n'ai pas dit qu'elle ne l'est pas, complètement un sujet de droit de nature à ce que ce qu'elle dit à un moment donné puisse être un consentement qui devient une volonté, qui devient quelque chose qui est opposable aux autres. Il y a quelque chose qui dans les conditions de réalisation d'un consentement qui pose problème. Et la deuxième chose qui pose problème, me semble-t-il, mais je ne sais pas si Régis est du même avec moi, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué et que je pense que toutes les personnes de soins palliatifs voient un peu comme un danger, qui est cette intrusion un peu méfiante du droit. Il en faut évidemment, ça encadre, etc., mais peut-être pas trop, peut-être de façon pas trop procédurale, du droit, donc à l'intérieur de ce moment particulier de la fin de vie, de la difficulté de savoir ce que l'on veut vraiment, de ce à quoi on a le droit, etc. etc. Vous voyez, quelque chose qui laisserait supposer qu'on est dans une forme de contentieux préalable ou contentieux avant le contentieux qui est en train de se décider pour formaliser ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, etc. etc. Et puis, dernier point, mais je m'arrête là. Je pense que le problème essentiel, c'est que quand un médecin s'adresse à un malade, il peut parler en français de façon la plus compréhensible, mais il y a quand même
un problème de traduction de langage. Il parle un peu chinois quand il parle médical, quand il parle dans un langage médical au patient qui est censé comprendre, mais qui comprend quoi quand on dit des choses dont il n'a pas la connaissance. Vous voyez, c'est quoi? Voilà. Donc, je pense qu'il faut se méfier de procéduraliser trop ces moments-là où l'élément essentiel, c'est quand même cet élément de confiance qui existe, cette symphonie comme ça de confiance entre le médecin et puis le patient. En fait, merci de ces clarifications. Bien sûr, je connaissais cet avis. Ce qui est intéressant, c'est donc il n'y a pas de définition du consentement dans le Code civil, mais une définition pleine dans la jurisprudence. Vous avez une approche du consentement qui est un petit peu différente de celle des juristes. Et bien évidemment qu'il ne faut pas judiciariser ces moments-là. Mais vous n'y couperez pas. Vous n'y couperez pas. Et l'arrêt de la Cour de justice d'octobre 2022 est intéressant parce qu'il porte quelque part justement autour de cette question du consentement. Donc, on a beau dire que ce sont des moments d'intimité, ce sont des moments de richesse ou pas intérieure, vous aurez comme en matière de testament des contentieux. Et donc, une loi, c'est aussi, après, non seulement son évaluation économique, sociologique, etc., mais aussi son aptitude à pouvoir être réglé devant les tribunaux, quelque chose de compliqué. Donc vous aurez des discussions autour du consentement. Et c'est ce qui m'étonne un petit peu dans la vie, non pas 136, mais 139, c'est que du coup, cette question du consentement, sous l'angle juridique, pas sous l'angle médical, pas sous l'angle qui est votre compétence, je la trouve pas assez, étudiée. C'est-à-dire que vous allez être devant des contentieux. C'est inévitable. Et d'ailleurs, on voit bien déjà certains juristes qui s'interrogent sur cette notion de consentement dans parce qu'ils font le rapprochement, encore une fois, avec le testament. Donc c'est dommage, dommage c'est pas le mot en tous les cas, je trouve qu'il y aurait un intérêt mutuel, puisque, je sais pas la vérité là-dessus, hein, je sais pas, mais voilà, je prêche pour ma paroisse, parce que je suis avocat, je suis juriste, mais nous, on va s'intéresser forcément au consentement. Et à la fin, la loi, si elle est votée ou si elle n'est pas votée, vous aurez des contentieux. Donc bien sûr qu'il faut les éviter, mais il y en aura. Donc il est important de définir ce qu'on entend par consentement, non pas sous l'angle médical, mais quelles conséquences par rapport à la jurisprudence française sur le consentement. Si on adopte cette loi, qu'est-ce qu'il y a comme derrière, comme conséquence juridique? Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment fait. Merci maître. Alors malheureusement, nous manquons de temps. Et je vous propose de continuer donc ce dialogue avec nos invités autour du cocktail. Alors, extrêmement rapide. Oui, bonsoir Thierry Lange. Vous parlez du processus de consentement, c'est assez intéressant. Est-ce que, et puis vous avez l'air d'impliquer de sous-entendre que les personnes sont plutôt demanderesses de fin de vie lorsqu'elles sont en situation de vulnérabilité vers la fin de vie. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène parfois de grâce du malade, des gens qui, plus jeunes, lorsque tout va bien, disent oui, moi je milite dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité, et puis justement, comme dans l'Oregon, le moment venu, finalement, s'accroche un peu à la vie. Alors, si on imaginait, comme pour le don d'organes, un dispositif où les gens commencent par préciser qu'ils sont pour et le demanderont lorsqu'ils sont en situation 2, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en fait, de ne pas capter ce genre de situation? Oui, oui. Directives anticipées, c'était ma question. Oui, mais d'ailleurs, ça se rejoint ce que vous dites. C'est une critique qu'on peut faire des directives anticipées qui sont depuis 2016 considérées comme contraignantes. Dans les faits, vous voyez bien que plus on avance, moins on est sûr de soi. Plus on avance dans la maladie, moins on est sûr de soi. Mais je pourrais dire la même chose pour moi. Plus j'avance en expérience, moins je suis sûr de moi. Mais plus je suis content de ne pas être sûr de moi. Oui, probablement. Mais en pratique, je reviens sur ce que disait mon collègue. C'est vrai que pour nous, alors je parle en tant que professionnel de santé, je comprends la remarque qui a été faite tout à l'heure, mais il y a une sacrée différence entre une procédure, oui, non, et un processus. Et on est dans des logiques de processus.
Et je pense qu'on est un peu victime de l'excès de procédure, finalement, dans l'exercice dans le domaine de la santé. Ce qui n'enlève rien à ce qui a été dit tout à l'heure. Il y aura des contentieux, etc. Mais de là où je parle, moi, en tout cas, en tant que professionnel, je ne peux pas rentrer dans cette dimension-là. Ouais. Non, mais je dis quand même deux choses. La première, c'est que moi, à titre personnel, je suis contre les directives anticipées, et surtout contre les directives anticipées à partir du moment où elles deviendraient opposables aux tiers. Pour une raison simple, c'est une question juridique même, hein, c'est que je ne suis pas, aujourd'hui, celui que je serai quand la question se posera. Voilà, je suis aujourd'hui avec une certaine idée de mon bien-être, de ma dignité, etc. Mais quand je serai confronté à la situation que je redoute, mais je ne serai pas le même. Et donc, opposer celui que je suis aujourd'hui à celui que je serai demain, je pense qu'il y a quelque chose qui est un travers que les juristes, auquel les juristes doivent bien réfléchir, qui est effectivement cette question de ce que Régis Aubry vient de dire à l'instant, c'est-à-dire quelque chose qui change. Et dernier point, et je m'arrêterai là, dans le rapport du CCNE, il y a un point absolument fondamental qui est ce qui est appelé la disability paradox. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut dire, ah ben moi, non, si jamais j'ai un SLA ou un truc comme ça, alors là, allez-y, tout de suite. Hein, voilà. Eh bien, quand on interroge, et on interroge scientifiquement les personnes qui sont atteintes de SLA, et qui sont, ceci dit, elles sont aujourd'hui contre l'euthanasie et contre ça. Mais les personnes, c'est ça ce paradoxe, hein, quand on interroge ces personnes-là, elles disent bénéficier d'une qualité de vie qui est supérieure à celle des bien portants. Alors, il faut réfléchir à ça. Donc, ça veut dire que dans mes directives anticipées, je dis, bah, si en cas de ceci, cela, allez, hop, allons-y tout de suite, maintenant, vous pouvez arrêter tout. Eh bien, confronté à ces situations-là, il y a une forme d'auto-réaction, d'auto-modification, d'adaptation, vous voyez, à l'infini, de nous-mêmes face à cette situation-là, de manière à accepter ce qui nous paraissait inacceptable un an avant, 6 mois avant, etc., etc. Donc il faut tout ça prendre en considération, et il ne faudrait pas que le droit, je dis ça pour Hubert de Vauplane, il ne faudrait pas que le droit vienne bloquer des situations qui aillent à l'encontre de l'humanité changeante, ambivalente de chacun. Merci, Monsieur Leguet. Alors, merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Je vous propose donc de passer au cocktail. Mais avant, je vous rappelle que le Cercle Droit Liberté est une association qui refuse toute subvention publique et ne vit que grâce aux donations de ses adhérents. Alors, si vous souhaitez faire partie de la grande famille du Cercle Droit et Liberté, n'hésitez pas à adhérer.